Donc, nous en sommes à l'allocution de clôture par Carl Hardy-Dubois, qui est professeur titulaire et doyen de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Au cours des dernières années, le docteur Dubois a souvent été sollicité par le ministère de la Santé et des Services sociaux et diverses organisations du réseau de la santé à titre d'expert pour étudier, évaluer et soutenir la mise en œuvre des projets de réorganisation des services et du travail dans divers secteurs de soins. À l'international, il a accompagné les ministères de la Santé de plusieurs pays dans le cadre de projets d'élaboration et de mise en œuvre de politiques de santé. Monsieur. Ah oui, peut-être que... Merci François. Monsieur le ministre fédéral de la Santé, distingués conférenciers et panélistes, distingués invités, chers collègues, il y a de cela quelques semaines, quand ma collègue Sylvana m'avait invité à prononcer une allocution à ce colloque, j'avais spontanément acquiescé, bien sûr, sans trop poser de questions. Mais plus la date approchait, plus je me demandais ce que j'aurais à dire devant ce parterre de spécialistes chevronnés en études de l'enfance, de la petite enfance, de la santé de l'enfant. En début de semaine, l'heure de vérité a sonné et je me suis dit que ma seule planche de salut, c'est de me réfugier sous le parapluie de la santé publique, tenter un temps soit peu une lecture des objets de cet observatoire sur l'enfance au travers du prisme de la santé publique. Et nous y voilà. Au cœur de cette crise sanitaire qui perdure, face à des lendemains incertains qui nous attendent, nous n'avons peut-être eu qu'une seule certitude, c'est la vulnérabilité de notre condition humaine. Ce sont les fragilités extrêmes des fondations sur lesquelles reposent nos sociétés contemporaines. Cette pandémie s'estompera un jour, enfin on l'espère, comme celles qui ont précédé. Mais nous devrons nous préparer à faire face à d'autres crises. Des crises qui vont peut-être même se multiplier. Des crises tout aussi aiguës que l'actuelle pandémie, mais aussi ces crises chroniques déjà bien présentes, même si on a trop souvent, trop longtemps, préféré les ignorer. Au-delà de leur sévérité propre, nous savons que les crises actuelles et celles qui nous attendent sont amplifiées par les conditions des sociétés qu'elles frappent. La pandémie aura ainsi révélé le tribut disproportionné que paient les plus démunis lors des crises. La pandémie aura mis à nu cette violence silencieuse qui est créée par les inégalités sociales et qui fait porter par les plus vulnérables les plus lourds fardeaux. Cette pandémie aura mis en lumière ces asymétries injustes et inéquitables qui structurent nos sociétés et qui se reproduisent de génération en génération. Ces inégalités ne sont pas nouvelles, mais elles se multiplient, elles se creusent, elles s'ajoutent l'une à l'autre, elles créent des conditions aggravantes par leurs effets cumulatifs. Et au bout du compte, elles deviennent tellement insoutenables qu'il est difficile de continuer à les ignorer. Au fil de l'évolution de cette crise sanitaire, il devenait difficile de ne pas voir que la fermeture des structures collectives d'accueil des enfants, les écoles en premier lieu, pénalisait lourdement et surtout les moins favorisés de nos sociétés. Une facture salée qu'ils ont eu à payer en termes de discontinuité pédagogique, de restriction de l'accès à des ressources pourtant essentielles, mise en pause de leur processus développemental, hypothèque sur leur santé mentale et physique. D'enfance, durant toute cette journée, vous avez parlé d'inégalités,
centré l'attention sur les inégalités durant l'enfance, mais vous avez aussi parlé directement ou indirectement de l'enfance des inégalités, au sens de leur genèse, la genèse de ces inégalités qui se situent pour une grande part dans les expériences enfantines. L'enfance est souvent traitée comme une réalité physiologique, un âge de la vie bien identifié, circonscrit par des frontières temporelles, associé à diverses traductions biologiques, un corps en développement, une taille en croissance, une dentition incomplète, un système reproducteur encore immature, un système immunitaire encore inexpérimenté, un système moteur et des sens qui sont encore à développer. C'est une posture d'universalité qui amène cependant à conjuguer l'enfance au singulier. Se limiter à cette posture équivaudrait à considérer l'enfance comme une expérience homogène. On peut concéder que les enfants passent par un certain nombre d'étapes communes, mais ils ne vivent pas tous pour autant la même enfance. Des enfants qui sont tous au même moment, dans la même société, sont plutôt confrontés à des expériences diverses, à des univers très différenciés, des conditions de vie très inégales dictées par leur lieu de naissance, leur origine sociale, leur sexe, leur ethnicité. L'enfance se conjugue ainsi au pluriel. Et cette pluralité des expériences enfantines résulte du fait que, au-delà de la réalité biologique, l'enfance, c'est fondamentalement une réalité sociale. Les enfants portent les stigmates des conditions de leur naissance. Ils garderont l'empreinte de la société hautement différenciée dans laquelle ils grandissent. Ils n'échapperont pas aux rapports de domination et aux inégalités de tous ordres qui structurent notre monde. Ces inégalités s'expriment d'ailleurs dans leur corps, entravant leur plein développement, avec des troubles de la vision non corrigés, des problèmes dentaires non soignés, des troubles moteurs et sensoriels négligés, des déficits nutritionnels ignorés, des situations de violence qui grèvent leur santé physique et leur santé mentale. Mais au-delà du corps, ces inégalités s'expriment aussi dans leur esprit, parce que, pour beaucoup, ils auront moins accès aux ressources culturelles, techniques et scientifiques qui résultent pourtant des plus grands progrès de l'humanité. Pour beaucoup, ils seront confinés à l'horizon limité de leurs conditions sociales précaires. Pour beaucoup, ils seront davantage limités dans leurs loisirs et pour beaucoup, ils devront précocement apprivoiser ces hiérarchies économiques, sociales, culturelles qui les excluent de certains privilèges, voire de certains droits. Pour les enfants des milieux défavorisés, le fardeau des inégalités est double. Il met un poids accablant sur l'enfance, mais il étend aussi ses tentacules au-delà de l'enfance. Les inégalités précoces vécues dans la petite enfance, vous l'aviez dit, sont annonciatrices d'inégalités futures qui imprégneront toute la trajectoire de vie. Les capacités d'action, les capacités de choix, de décision, les dispositions mentales et comportementales qui permettent aux individus de se réaliser sont inégalement formés, inégalement répartis durant ces processus de socialisation qui s'opèrent durant l'enfance, créant ainsi des chances de vie très inégales. Il faut aussi plonger dans l'enfance pour trouver les clés permettant de comprendre comment se produisent et se reproduisent ces rapports sociaux qui engendrent des inégalités de sexe et de genre. C'est dès l'enfance que sont cultivées et cristallisées ces dispositions sexuées, ces manières durables de penser et d'agir socialement codées comme masculines et féminines. C'est dire que le futur de nos sociétés dépend des conditions matérielles et sociales, des espaces de socialisation et de développement que nous offrons à nos enfants d'aujourd'hui. Ce futur est d'abord façonné dans les familles, et ce futur est menacé pour d'importantes franges de nos populations en raison de la précarité des conditions de vie pour des familles qui cumulent les manques de ressources et les handicaps.
Le capital économique, social, culturel des parents est important parce qu'il détermine les conditions d'existence, les ressources accessibles pour les enfants. Le quartier qu'ils habitent, le type d'école qu'ils fréquentent, le parcours scolaire auquel ils peuvent rêver, les loisirs qui leur sont accessibles, les pratiques adultes auxquelles ils sont exposés, la manière dont leur vie familiale est organisée. Les parents constituent ainsi une ressource centrale, incontournable, mais ils n'ont pas un monopole des processus de socialisation et de développement de l'enfant. Ces processus sont partagés dans nos sociétés contemporaines avec un ensemble de professionnels et autres agents organisés dans diverses institutions, l'école, les services de garde, les services de santé, les services sociaux, sans oublier les instances communautaires. Les enfants sont amenés à fréquenter plus ou moins tôt ces univers sociaux qui créent des conditions pour une socialisation aussi plurielle, avec un risque que, aux inégalités familiales, ces univers peuvent ajouter d'autres formes d'inégalités, des inégalités dans la prise en charge institutionnelle qui seront aussi déterminantes pour la trajectoire de vie. J'ai pris peut-être un trop long détour pour répéter ce que vous avez dit déjà toute la journée, simplement pour dire qu'il est impératif de réduire les inégalités durant l'enfance, non seulement pour changer les destins sociaux de nos enfants, mais aussi pour assurer un futur meilleur à nos sociétés. Qu'il est impératif de s'attaquer à la constitution précoce des inégalités pour briser le processus de reproduction de ces inégalités. Qu'il est impératif de défaire ce cercle vicieux d'injustice et d'inégalité dans lequel sont emprisonnés trop d'enfants pour enrayer toutes ces misères qui accablent des groupes importants de nos populations. Leur satisfaction des besoins essentiels qui est compromise, leur temps de repos et de loisirs qui est réduit, leur horizon mental qui est obscurci, leur capacité d'agir qui est contrainte, leur maîtrise du monde qui est restreinte, leur espérance de vie qui, au bout du compte, est raccourcie. Ces misères ne sont pas une fatalité, elles ne sont pas inéluctables, elles sont façonnées par nos institutions et nos politiques. Nous avons donc le pouvoir de les changer. Les inégalités de toutes sortes qui s'accumulent, qui menacent nos vies, qui menacent nos enfants et notre avenir, qui nous rendent plus vulnérables aux crises, peuvent être significativement réduites par les politiques que l'on adopte et que l'on met en œuvre. Qu'il s'agisse de politiques redistributives permettant à tous les parents et toutes les familles de donner toutes les chances à leurs enfants, qu'il s'agisse de politiques pour améliorer les cadres de vie et les milieux de vie, qu'il s'agisse de politiques pour renforcer les capacités d'agir des communautés, qu'il s'agisse de politiques en matière de promotion de la santé et de prévention. À l'école de santé publique, nous sommes très fiers de la détermination démontrée par nos professeurs, nos équipes, pour éradiquer ces misères et ces injustices évitables qui frappent nos enfants. L'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants en est emblématique. L'OPES est en soi un manifeste contre l'ordre inégal des choses. L'OPES signe d'une certaine manière la révolte, au sens le plus noble du terme, de celles et ceux qui refusent l'indifférence ou le silence. La révolte de celles et ceux qui sont déterminés à arrêter le spectacle affligeant de ces vies compromises, de ces vies humiliées, ces vies empêchées, ces vies diminuées. Vous pouvez toutes et tous être fiers de faire partie de cette révolte. Je vous remercie de votre attention.